là. C'est très émouvant pour moi parce que c'est pas la première fois que je présente mon livre, mais c'est la première fois que je vais vraiment en parler devant un public. Et c'est encore plus émouvant d'avoir la chance d'avoir mon père aussi avec nous. Et ça, c'est grâce à vous qui avez insisté fortement pour qu'il vienne. Je te laisse pas ça. Je sais, mon papa, je sais. Je sais. En fait, je vais vous expliquer en 2 mots. Donc, je vais vous présenter le livre qui s'appelle Revenir à Marseille. Je vais aborder plusieurs thèmes et puis en fait, moi, ce que je vous propose, comme on n'est pas très très nombreux, c'est qu'on puisse aussi en faire un moment convivial de partage, d'échange, de questions-réponses. Ça, je vous propose d'abord peut-être de vous parler, de vous présenter le livre. Je voulais aussi aborder le thème de pourquoi écrire l'histoire de sa famille, parce que je me suis rendu compte quand je fais des salons et que je vais à la rencontre de mes lecteurs, beaucoup de mes lecteurs, ou même des gens qui juste s'intéressent au livre, me disent mais vous avez fait ce que je rêvais de faire. Mais malheureusement, mes grands-parents sont décédés ou mes parents sont décédés et j'ai des vagues souvenirs et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent vaguement l'histoire de leur famille et qui n'ont jamais pris le temps ou la peine ou ça ne s'est jamais présenté de discuter avec leurs parents ou avec leurs grands-parents de l'histoire de leur famille. Et le fait d'écrire un livre comme ça permet quelque part de graver dans le marbre l'histoire de sa famille. Alors ça peut, bon, moi c'est vrai que j'ai une démarche un peu particulière puisque j'avais pas forcément envie de garder ça pour nous à l'intérieur de la famille Arutionia. J'avais surtout envie euh, de le diffuser, de le partager, exactement, merci, au public parce que c'est pas seulement l'histoire de ma famille, c'est aussi l'histoire d'un peuple, c'est aussi la petite histoire dans la grande histoire, et c'est aussi, j'avais envie de montrer comment une décision qui a été prise par une personne il y a plus de 100 ans peut impacter une personne 100 ans plus tard, son descendant. Et tout le long du livre, je vous explique un petit peu tout ça. Et forcément, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir partager des réflexions en plus de l'histoire toute seule. Parce que donc, vous qui avez lu le livre, vous avez remarqué qu'il y a 2 narrations. C'est-à-dire que c'est un roman, c'est-à-dire que je fais une narration chronologique où je vais commencer par l'histoire de ma grand-mère, mon grand-père, mon autre grand-mère, mon autre grand-père. Je prends tous ces personnages au fur et à mesure de manière chronologique, mais à chaque fois, je ramène aussi à l'instant présent, à l'impact que ça a eu par la suite sur moi, sur ma sœur, sur mes enfants, l'impact qu'a eu leur histoire ou les décisions qu'ils ont prises à un moment donné, 100 ans plus tard, 3 générations plus tard, sur nous au présent. Et je trouvais que, et je ramène aussi à l'histoire du présent parce que je parle beaucoup de migration, je parle de certains thèmes sur la filiation, sur le devoir de mémoire. Et je trouvais que c'était dommage de garder ça que à l'intérieur de la famille Arutionia. Je trouvais que c'était des sujets dont on peut discuter, ça peut lancer débat, ça peut faire progresser ou pas les choses. Mais en fait, moi, je marque vraiment que c'est un roman, même si c'est inspiré de faits réels, parce que il y avait beaucoup de lacunes qu'il fallait quand même remplir. Donc j'ai fait aussi appel à mon imagination et j'ai essayé de faire un récit quand même qui soit épique, un récit qui soit intéressant à lire juste au premier degré. Juste si on ne rentre pas dans les,
la vie ou la psychologie des personnages qui ont vraiment existé. Au premier degré, ça peut se lire vraiment comme un roman d'aventure, en fait, comme une saga familiale, un roman d'aventure. Donc, voilà, je voulais aborder ce thème-là. Je voulais aussi lire des extraits et puis vous montrer en fait ma démarche, parce que à la base, la démarche que, j'avais faite, et je me rappelle vraiment pas comment ça a commencé. Comment on a commencé à vous filmer? Comment j'ai commencé à vous filmer? Tu nous as dit, raconte tout ce qui s'est passé chez toi. Et bien, en fait, je pense que c'était parce que ma sœur, donc, a deux filles, et ces deux filles sont tombées enceintes en même temps. Et du coup, ça faisait une quatrième génération. Et on s'est dit, quand même, toutes ces histoires qui ne sont pas communes, pour des enfants qui sont nés en France, ils ont quand même des aïeuls qui sont nés en Orient, qui sont nés vraiment, et qui ont eu des histoires quand même assez poignantes. Et bon, avec mon petit téléphone, hein, j'ai commencé à filmer, à dire voilà papa, ben, raconte-moi tes souvenirs, maman, raconte-moi tes souvenirs. Montreras, Alice, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je t'en prie. Tu montreras à nous comment le mange le kufté. Et qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Ça va papa. J'ai perdu le fil. Pour tes nièces, tu as commencé à filmer. Je me suis dit, ça serait bien pour des bébés qui sont nés en 2021, la démarche, en fait, elle a commencé en 2021, même un petit peu avant. Je m'étais dit, j'ai le temps, j'ai l'envie, je vais filmer mes parents qui vont raconter toutes ces histoires, toute l'histoire de la famille, pour les petits-enfants de ma sœur. À la base, c'était pour ça. Et puis, en fait, au début, c'était un peu compliqué, parce que ils n'ont pas vraiment l'habitude de parler devant une caméra. Et puis, bon, vous allez voir là, le premier film où mon père se présente. Donc, ma maman qui est là, qui s'appelle Haïtat, et mon père, donc Bedros. Au début, c'était un peu hésitant, et ça, je crois que c'est une des premières vidéos. C'est un peu hésitant, de quoi je dois parler, est-ce que j'ai le droit de dire ça, est-ce que j'ai pas le droit de dire ça. C'était assez marrant de voir ces deux personnes-là. En plus, ma mère contredisait tout le temps mon père, ou elle lui envoyait des pics. Sur les murs, il y a des téléphones. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont pris au jeu quand même. Et au début, ils me disaient, mais de quoi on va parler? Mais non, je ne sais pas quoi raconter, c'était il y a trop longtemps, je ne sais plus. Et puis après, au fur et à mesure, quand j'allais les voir, ils me disaient, ah Alice, sors ton téléphone parce qu'il m'est revenu quelque chose, je me suis rappelé de quelque chose, je vais te raconter, allez bien t'asseoir. C'était souvent au moment du café. Et donc, bon, avec mon petit téléphone, d'ailleurs, vous verrez, c'est pas les zooms, enfin, c'est pas terrible, mais ce qui était important, c'est ce qu'il racontait, en fait. Et au bout d'un moment, mon père m'a dit, mais écoute, tu écris des livres, pourquoi tu n'écrirais pas un livre de cette histoire? Et je lui ai dit, allez. Donc, je me suis challengée, en fait, et j'ai commencé à écrire. Et au niveau du processus d'écriture, j'ai quand même fait beaucoup de recherches, et je me suis dit, je ne peux pas faire juste un livre comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui relie le roman au film. Et j'ai vu qu'il y avait cette possibilité de faire des QR codes. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai créé une chaîne YouTube. J'ai mis tous les films sur cette chaîne, et j'ai créé des QR codes. C'est-à-dire que, en fait, voilà, à chaque fois que vous lisez
un chapitre. Après, ben, vous flashez le QR code et vous allez voir ce que vous venez de lire, raconté par mon père ou par ma mère. Voilà. Et ça ramène sur le... Ça m'a permis en fait de croiser les deux démarches. Bon, on peut le faire ou pas le faire, puisque Jocelyne, tu m'as dit que toi tu l'avais pas fait, tu t'étais cantonnée à lire le livre. Parce que c'est autosuffisant en fait. Oui. Et puis comme tu dis, on sent qu'après il faut bien relier. Il y a des manques, alors c'est ça. Il faut les relier. Alors comme on est déjà d'origine arménienne, on comprend bien dans le livre ce qu'on sent de vécu, et puis après on comprend le livre. Et c'est ça, c'est que tu as utilisé Total. Hein. Je trouve que c'est la force du livre, on peut l'offrir à... C'est un roman si on n'est pas arménien, mais ça peut faire du sentiment si réellement on l'est. Surtout si on connaît. À l'issue de ce livre, nous l'avons interrogé aussi. Hein. Eh oui, oui, c'est vrai que ça... On va amener une amie qui a lu le livre et qui veut les connaître. Je crois que ce livre, ça fait beaucoup de... Comment on peut dire? Ça fait beaucoup d'interrogations sur mais il faut qu'on y rencontre. Peu de monde sait, fait chez les Arméniens, qu'il existe encore des arrière-grands-parents qui peuvent témoigner. Et nous, oui. on a tout perdu. Et oui, c'est ça. Oui. Eh ben... Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que mon père, par exemple, est né en 1935, donc il n'a pas vécu le génocide. D'accord? Mais il a baigné dedans, parce que c'est sa mère qui est une rescapée, qui est une survivante, qui, même si elle ne lui en parlait pas forcément, il y a quand même eu des interactions, et puis on est obligé à un moment donné de dire ah mais oui, mais ça s'est passé comme ça, oui, bah ça j'ai une cicatrice parce que j'ai été égorgée, voilà. Donc forcément, la grande histoire avec un grand H va rattraper la petite histoire, et c'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de les filmer, parce que ça, c'est une interprétation. Alors que là, c'est un témoignage. Donc, tu vois, la démarche, elle est différente parce que tu vois, parfois, ils sont au bord des larmes, alors que ça s'est passé il y a 100 ans. Mais bon, il parle de sa mère, tu vois. Voilà. Et ce sont des choses qui seraient tombées complètement dans l'oubli si cette démarche-là, 100 ans plus tard, n'avait pas été faite par son fils et sa petite fille. Donc, justement, moi, je ne suis pas un porte-drapeau, je ne suis pas historienne, je ne rentre pas dans les détails de qui a fait quoi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Moi, je raconte ce qui s'est passé. Oui, voilà. Ce qu'a vécu ta famille. Ce qu'a vécu ma famille et les conséquences qu'il y a eu derrière. Voilà. Donc ça, je tiens vraiment à le préciser parce qu'il y a des gens qui sont venus me dire « Oui, mais alors quand vous avez évoqué en 1900, machin, oh là là, attendez, je ne suis pas historienne, moi je suis romancière. » Voilà, ça c'était important de le dire. Alors, voilà, l'idée, c'est que quand moi, mon postulat, c'est que je voulais vraiment que le livre soit centré sur mon père. Mais je ne pouvais pas écrire que sur la branche paternelle. Parce que il y a tout un processus qui fait que à un moment donné, il faut expliquer comment il a rencontré ma mère, mais comment ça se fait que ma mère, qui est née en Syrie, et ses parents sont nés à Urfa, en Turquie, comment ils se sont retrouvés en Syrie, comment de la Syrie ils se sont retrouvés en Arménie. Donc moi, au départ, je voulais vraiment axer sur cette branche-là, et finalement, c'était pas possible. Du coup, je me suis dit, je vais présenter en fait toute la famille et on va suivre un ordre chronologique. 72 ans, hein. Puis 50. Eh oui. Alors, 15 ans et elle avait 12 ans. Qui se connaissent.
Alors, c'est vrai que avant de vous lire, alors je suis en train de réfléchir, est-ce que c'est mieux peut-être qu'on passe d'abord le film et après, parce que je vous explique. Avant que je vous présente ma grand-mère, donc la mère de mon père, qui s'appelait Vartoui. Vartoui, ça veut dire rose en arménien. Le fait de filmer et de creuser, du coup forcément une question amène une autre question, ils n'avaient pas forcément les réponses. Du coup, il y a eu une question qui s'est posée, notamment sur le prénom de la grand-mère de mon père. Alors mon père s'est rendu compte qu'en fait, il ne connaissait pas le prénom de sa grand-mère. C'est quand même un truc de fou. Maintenant, c'est vrai que ça nous paraît quand même quelque chose d'inimaginable, mais le fait qu'il ne l'ait jamais connu, qu'il n'en avait pas forcément parlé, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone, il a appelé sa sœur pour lui dire, est-ce que toi, tu connais le prénom de mamie, de notre mamie? Et sa sœur lui a dit, oui, elle s'appelait Azniv. Ma jumelle. Voilà, sa sœur jumelle. Elle s'appelait Azniv. Et du coup, c'est vrai que cette démarche-là, de se poser à un moment donné, de discuter, de poser des questions, etc., ça amène aussi beaucoup de curiosité et ça permet de creuser et de montrer que quand même c'est intéressant parce que ça comble certaines lacunes au niveau familial. Donc ça, on va peut-être pouvoir lancer le film. Tu as la télécommande, tu as juste appuyé Je sur... crois que c'est carrément la toute première, le tout premier film que j'ai fait, où je demande à mon père, écoute, présente-toi. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de mon arrière-grand-mère. Je suis né à Marseille, Pierre Arouchounian, Pierre-André Ponce, ça ne suffit pas les deux, il y en a encore un derrière. Et c'était le prénom du Gunkage, comment ils disent? Du parrain. Du parrain. Qui c'était ton parrain, il s'appelait Ponce? Ponce. Ah, ça n'a rien à voir avec la Pierre Ponce alors. Non. Et qui c'était ton parrain, papa? Je ne me rappelle même pas. Oh man, il est resté en France, il est Ben pas. oui, C'était un il est Arménien, resté en France. Ponce? Non. C'était pas un Tu Arménien? sais pourquoi? Parce que on est baptisé, moi et ma soeur, à l'église de Carme. Oui. Et c'était une église catholique. D'accord. À Gaganchech. Raconte-moi. Donc, toi, tu portes le prénom? Le prénom du père, Père à mon père. de ton père. Ah, Erav. mon grand-père. Voilà. Et sa mère, tu sais comment elle s'appelait? Non. Non. Grand-mère, je ne sais pas comment elle s'appelle. Non. Eh ben, ça fait rien. Et ta mère? Azniv, hein? Non, Azniv, c'est ta grand-mère du côté de ta mère. Oui. Et son père s'appelait Gedikod? Alors, le père à ma mère, oui, il s'appelait Krikor. Gedikod. Krikor. Et Suzanne? Pourquoi Suzanne? Une fille, ma foi. Parce qu'elle aimait ce prénom. Voilà. Elle a Sirona, mon âme, elle est. Oui. Incnella Sirona. Oui. Ne te brûle pas avec le café. Et ben voilà, il chasse. Voilà, donc, ok. Tu vois, ça t'est revenu. Eh ben, c'est bien. Merci, papa. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu les balbutiements des débuts, comment on a commencé à monter l'arbre généalogique finalement, parce que c'était ça aussi le but. Et puis ensuite, ils ont raconté les histoires. Bon, ça, je vous laisserai regarder. On va peut-être mettre une autre vidéo si on a le temps. On verra, Olivier. Hein. C'est toi qui dis.
Et donc, moi, ça m'a aussi motivée, ça m'a obligée aussi quelque part à faire des recherches, même au niveau géographique. Parce que c'est vrai que j'avais entendu parler plus ou moins que mes grands-parents étaient nés à Urfa, mais j'aurais été incapable de pointer sur une carte où se trouvait Urfa. Et du coup, j'ai mis le nez dedans, j'ai fait des recherches, merci Google. J'ai commencé des choses que finalement j'aurais pas forcément faites si j'avais pas entrepris cette démarche. Et donc ça a vraiment aiguisé ma curiosité. Je me suis beaucoup interrogée sur quelle était la personnalité, même à quoi ils ressemblaient mes grands-parents, parce que j'ai très peu de photos. Je n'avais pas de photos de mon grand-père maternel, par exemple. Et en faisant des recherches sur Internet, je savais qu'il faisait partie de ce qu'on appelle les héros de Urfa. Et quand j'ai tapé sur Google les héros de Urfa, je suis tombée sur une photo. J'ai montré la photo à ma mère et elle a reconnu son père sur la photo, alors que nous n'avons aucune photo de mon grand-père. Et elle m'a dit qu'elle l'avait reconnu grâce à ses moustaches. Donc, je me le suis approprié en me disant, je vais faire confiance à ma maman, c'est peut-être lui. Et du coup, je l'ai mis dans l'arbre généalogique, mais si ça se trouve, elle s'est trompée, c'est pas du tout lui. On verra bien. Moi, ça m'a permis de combler une lacune générationnelle. Voilà, je peux mettre une tête sur mon grand-père. Donc, je vais vous lire un extrait de comment ma grand-mère paternelle, donc la maman de mon père, a survécu au génocide des Arméniens. Alors, il faut savoir donc que quand il y a eu le massacre du 24 avril 1915, le père de ma grand-mère et ses 3 frères ont été fusillés dans la maison contre un mur. Contre le mur. Et donc, il restait mon arrière-grand-mère, donc la fameuse Aznir, et ma grand-mère Vartoul. Elles ont été prises dans ce qu'on appelle les convois de la mort, c'est-à-dire qu'elles ont été déportées vers la Syrie, vers Deir el-Zor. En fait, l'idée, c'est que on les a privées de manger, on les a obligées, forcées à courir, à marcher, à courir. Donc là, il y en a la quasi-totalité est morte, les gens sont morts sur le chemin. Et ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère, la mère de mon père, souffrait de rhumatisme. Elle est née en 1899, donc elle avait 16 ans quand ça s'est passé, quand il y a eu le génocide qui était en 1915. Donc. Elle souffrait de rhumatisme, elle n'arrivait pas à marcher. Elle avait beaucoup de difficultés à marcher. Alors elle se retrouve dans un convoi de la mort, donc c'est un peu compliqué pour elle. Et sa mère, sachant ça, avait une ceinture dans laquelle elle avait mis les pièces d'or, en se disant ça servira. Et arrivée au premier village, elle sort une pièce d'or et elle achète un âne. Elle fait monter sa fille sur l'âne parce qu'elle sait très bien que sa fille ne pourra jamais marcher jusqu'au bout. Sauf qu'on lui vole son âne, un deuxième âne, pareil, on lui vole son âne, et au bout d'un moment, elles vont monter une stratégie, toutes les deux, pour qu'au moins une des deux soit sauvée. Donc je vais vous lire. Alors ne m'en veuillez pas, parce que jusqu'à maintenant, ça fait plusieurs fois que je fais cette lecture, et à chaque fois, je suis très émue. Donc si vous m'entendez avaler ma salive, c'est que je lutte contre les larmes. Mais... Merci. Je vais peut-être m'asseoir pour lire. « 24 avril 1915. Les jeunes Turcs, avec à leur tête Talat Pacha, veulent frapper un grand coup contre les Arméniens.
Entre 250 et 270 intellectuels sont arrêtés et exécutés. Commence alors dans le pays une période d'atrocité, une éradication planifiée de la communauté. Vartui est touché de plein fouet par le génocide. Les hommes de sa famille sont massacrés sous ses yeux, ses 3 frères et son papa sont alignés contre un mur comme de vulgaires bandits et sont fusillés. Seule survivante avec sa mère, elle est déportée, comme des centaines de milliers d'Arméniens, vers le désert lointain de Syrie, vers Der ez-Zor. Pour ces pauvres victimes, sans accusation ni procès, débute une marche de près de 2000 km. Les conditions du voyage sont atroces, sous forme d'une torture physique et psychologique. La loi de l'évolution prend tout son sens dans ce périple, c'est marche ou crève. Vartui est trop faible pour cheminer en rang dans ce convoi de la mort. Avant le départ, sa mère Azniv, qui signifie honnête en arménien, a eu la présence d'esprit de cacher quelques sous dans sa ceinture. Dans le premier village qu'il traverse, elle achète un âne pour faire monter sa fille dessus. La gamine pourra suivre la colonne humaine, mais dès qu'ils reprennent la route, un gendarme turc qui escorte le convoi la fait tomber à terre pour voler son âne. Dans le village suivant, même scénario. Azniv achète un deuxième âne qui subit le même sort, puis un troisième qui lui sera aussi confisqué. À court d'argent, la mère et la fille doivent trouver une échappatoire pour la survie de l'adolescente. Vartui ne peut plus avancer, elle est épuisée par la peur, la rage et la maladie. Azniv sait que sa fille fait partie des faibles qui n'iront pas plus loin. Elle doit se résigner à agir. Pour échapper à la vigilance des gendarmes turcs à cheval, Azniv et Vartui élaborent un stratagème digne de Machiavel. Elles ont remarqué que leur chemin est parsemé de trous béants d'obus remplis de cadavres. Au prochain trou rencontré, Vartui sautera dedans et se cachera parmi les corps en décomposition. Le moment est arrivé. Un impact d'obus se profile à l'horizon. Vartui est exténuée par les efforts qu'elle a accomplis. D'un regard complice, sans un mot, Azniv et Vartui doivent se dire adieu. Arrivée devant le trou, la mère serre fort sa fille dans ses bras et d'un geste brusque, la pousse à terre. Vartui n'a pas le choix. Elle ne veut pas quitter sa mère, mais le geste est sans appel. C'est ça ou la mort assurée au prochain tournant. Azniv le sait aussi. En poussant sa fille dans le trou, elle lui sauve la vie. Vartui est dévastée. Elle roule dans le cours dénivelé et rejoint une masse de corps putrides. L'odeur lui brûle la gorge et fait couler des larmes de dégoût. Elle s'emmitoufle sous un torse imposant, se couvre la tête d'un bras désarticulé. Elle observe à travers son fichu déchiré la silhouette chancelante de sa mère qui avance tout en essuyant ses yeux brûlants. J'ai tenu le coup, je suis contente. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce que disait tout à l'heure Gilles, c'est que pour rendre quand même le récit intéressant à lire, il fallait faire appel aussi à mon imagination et faire vivre les personnages en quelque sorte, bien que je ne les ai pas connus. Est-ce que ça vous dit que ce que je viens de lire, que vous regardiez la vidéo de mon père qui raconte ça? On a le temps, parce que la vidéo est un peu plus longue. C'est toi la maîtresse du temps, hein. C'est pas nous. Et je trouve que ça montre un petit peu l'articulation du livre. Oui. Ça vous dit? Oui. On fait comme ça. Volontiers. Alors. Comment elle a connu, tu sais? Parce qu'il travaillait pour son mari. Oui. Attends, je vais te le raconter. Ouais, je veux bien, parce que je ne suis pas au courant de tout ça. Pas au courant. Quand il y avait l'exode, En 1915. En 1915, ils ont fait l'exode jusqu'à Der ez-Zor. Oui. Alors, ma mère, elle avait les pieds rhumatisme, les pieds gonflés, et elle avait 16 ans, Mais putain. 1915. Elle ne pouvait pas marcher, et ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait, ma grand-mère? Sa mère. Oui, Elle s'appelait comment, papa?
Tu le sais? Je vais le dire maintenant. Attends. Ma mère, Vaștin, ce era numai Dadigis. Je ne me rappelle pas. Aman. Dadigis. Fă cinci. Dadigis amână. Quand tu te rappelleras, tu me le diras. Ça alors. Tu l'as pas beaucoup appelé mamie, c'est pour ça, papa. Voilà, nene. Tu l'as pas beaucoup appelé. Oui, c'est vrai. Aïe. Et donc, après, Donc ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle a dit à ta mère? Alors, elle a dit à ma mère, une fois, alors les Turcs, quand ils ont vu qu'il y a l'exode et tout, ils avaient des ânes qui, pour gagner de l'argent, ils avaient la ceinture tout en or. Oui. Il y avait de l'or. Oui. Et ma grand-mère, elle lève l'or, elle le donne aux Turcs. Pour un âne. Pour prendre l'âne, elle le fait asseoir à ma mère. Parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Ouais. Pour pas marcher. Et un petit peu, dès qu'elle tournait la tête, ma grand-mère, hop, le Turc, il prenait à ma mère, allait jeter par terre, il prenait l'âne et s'en allait. Quelle horreur. Alors, le premier âne, deuxième, troisième âne, quatrième, cinquième, et elle a dit, ma grand-mère, je vais tout vider, j'ai plus rien. J'en ai besoin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit un trou, quand ils ont bombardé, il y avait des trous en pagaille sur la route. Elle voit un grand trou. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle la met dedans. C'était encore en Turquie, en Arménie, Kharpesti, à côté de Kharpesti. Heureusement. Et ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend à ma mère, elle balance là-bas dans le trou. Elle envoie, balance, je parle marseillais. Et elle envoie dans le trou. Elle dit où tu restes vivant ou tu meurs. Et elles se sont séparées comme ça. Voilà, ils se sont séparés comme ça. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles. Non, on ne savait pas. Ouais, sûrement qu'elle est morte. Oui, bien sûr. Et après... Et ils partaient où? À Alep? Et ils allaient à Derzor, en Syrie. Ah oui, tu me l'as dit. C'est la route de Derzor. Voilà. Alors, va savoir si elle est arrivée à Derzor. La Syrie, c'était à la Turquie aussi. Oui. Tu as compris? Ouais, va savoir si elle est arrivée à Derzor. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Alors, et là, les gardiens de moutons, les bergers, les Kurdes aussi. Il y avait des Kurdes et des Arméniens. Et dans les Arméniens, qui y avait mon père. D'accord, qui était berger. Il était berger aussi. Et il a, dans sa ferme, lui, il travaillait aussi. Il était petit, 12 ans il avait. Eh oui. 1915. Alors, quand ils entendent un bruit, elle pleurait. Elle pleurait, ma mère. Ils ont regardé, il y a une fille. Ils ont soulevé la fille, il y avait tous des morts en pagaille. Et ils ont soulevé, ils ont amené à côté du patron. Et le patron, c'était Kadabet. Voilà. Maroutian. Maroutian, voilà. Son premier mari. Ils l'ont emmené là-bas. Et alors, il a regardé une jeune fille. Il a dit, tu vas travailler comme serveur. Oui, servante. Servante à la maison. Et il a recueilli. Voilà, quand elle est arrivée à 18 ans, il est venu, il a dit, tu sais, Vartoui. Elle s'appelait Rose, ma mère, Vartoui. Alors, il a dit, Vartoui, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être ma femme. Et Densov, elle n'avait pas trop le choix. Eh oui. Tu te rends compte? C'était la guerre, papa. Eh oui. Il avait 40 ans de différence. Oui. Et heureusement, Karasudar Reganer, il a eu 3 fils. Eh oui. Alors, le premier fils, Sarkis. Il est né en 1920. Il s'appelait Sarkis. Il s'appelait Sarkis.
Et on a la photo et tout. Oui. Alors, cette photo, il montre que quand Garabed Effendi Ara, il voit qu'il veut sauver des enfants arméniens, Vorpere, il garde quelques enfants arméniens et une fille grecque. Oui. Et la fille grecque, elle était tellement jalouse de ce petit quand il est né. Et le petit, il arrive à 1 an et demi, 2 ans, en 1920-22, où il était né en mai 1920, admettons. Et la fille, comme elle était jalouse, ils habitaient une grande maison de 3 étages, 2e étage, elle ouvre la fenêtre, et dessous il y avait un puits qui n'avait pas de l'eau dedans, tout sec. Elle envoie le petit dans le puits. Mais personne ne l'a vu faire. Non, personne. Donc ça, Voilà. on pense que c'est ça. Voilà. Mais elle a jamais dit elle a jamais avoué. Non, je sais pas. Ah. Voilà. Quoi qu'il en soit, le petit, il est mort. Elle va dire que le petit, elle voulait c'était un accident. Il a tombé. Voilà. C'était peut-être un accident, papa. On ne saura jamais. Je ne sais pas si c'est on saura jamais. Ou c'est la jalousie, il a balancé là-bas. Oui, mais tu peux être jaloux de ton frère, mais de là à vouloir sa mort, c'est très... c'est dur, hein. On ne saura jamais. Il est parti. Et oui, et on a la photo de l'enterrement. Voilà. Et après, il est né... Il y a mon grand frère qui est né, encore le 2e. Ils l'ont encore appelé Sarkis. Ils ont mis le nom Sarkis. Quelle idée. Et Serge. Eh oui, Serge. Voilà. Qu'il est en Amérique, il est parti en Amérique. Voilà, il est parti en Amérique et je l'ai perdu en 74 ans. Ouais. En 86. Voilà. Donc voilà, vous voyez un petit peu la matière en fait dont je me suis servie. Et c'est pour vous montrer un petit peu le travail d'écriture qui a été fait. Voilà. Le processus. Donc, je voulais vous parler un petit peu aussi de l'élaboration du livre, bien que je l'ai évoqué. C'est comment passer de l'oral, de ce que vous venez de voir, à l'écrit, passer de la vidéo au livre. Donc, moi, en général, quand j'écris un roman, j'écris toujours le plan. Je le planifie, j'écris toujours mes têtes de chapitre, mes personnages, les rebondissements, je prépare tout à l'avance. Et une fois que j'ai terminé, je me lance dans la rédaction. Mais là, c'était un petit peu différent. En fait, je me suis rendu compte que comme c'était chronologique, j'avais pas vraiment besoin de faire un plan. Les chapitres, c'était de telle date, de telle année à telle année, de telle année à telle année. Puisque ça se suivait, il n'y avait pas de flashback, je ne faisais pas d'effets comme ça, de retour en arrière, etc. Donc, j'avais déjà mon plan, j'avais déjà mes personnages, parce que mes personnages, en fait, c'est mon grand-père, ma grand-mère. Et j'ai eu... donc, j'avais pas besoin vraiment de faire tout ce travail-là d'élaboration à la base, puisque tout était inspiré de faits réels. Là où j'ai eu un petit peu de mal, où j'ai tâtonné, c'était le style. Parce que justement, je ne savais pas... j'avais besoin de me détacher des personnages et de l'histoire, justement pour que ça soit universel. Et que ce ne soit pas forcément... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je me suis quand même beaucoup cherchée au niveau du style, parce que je ne voulais pas faire quelque chose de pathos. Je n'avais pas envie qu'on pleure en le lisant. J'avais envie de faire quelque chose quand même d'épique et une aventure, de raconter une aventure. Et parfois, il y a des lectrices, des lecteurs qui me disent « Oh, tu m'as fait pleurer ». Je
dis, mais c'était pas du tout le but, en fait. C'était pas... et bon, c'est vrai que ça me fait plaisir quelque part qu'il y ait cette empathie, que les gens soient touchés par la lecture, mais je voulais vraiment pas faire quelque chose de pathétique, en fait, de pathos. Vous qui l'avez lu, le livre, qu'est-ce que... Gilles? C'est compliqué, puisque nous, on en a lu des livres, on est très sensible. Mais malgré tout, tu as raison, on le lit finalement, c'est le passage le plus émouvant, hein, ce passage-là. Mais bon, finalement, oui, on peut le lire sans avoir de grosses émotions qui viennent. On arrive à passer, parce qu'on sait qu'on va lire une histoire d'une famille, donc on va pas... Donc il faut pouvoir passer. Et effectivement, mais c'est un peu limite quand même. C'est limite, mais je l'attribue au fait que ça revient toujours. Comme tu dis, quand on en parle, c'est toujours émouvant. Oui. Mais ça passe bien. Ça passe bien, on arrive à passer le passage et à se dire, mais qu'est-ce que ça va devenir et comment on va le voir. Ouais. Et puis surtout, comme moi je savais que je connaissais Pierre, ça m'intéressait beaucoup. Pierre et sa femme. Hein. Je me dis, oh là là, comme ça on va pouvoir passer à la maison. Et en ça me les a fait, enfin, c'est personnel, ça me les a fait connaître encore davantage. Oui. Mais effectivement, il y a du pathétique, mais ça passe. Ouais. C'est ce passage, après on arrive. Ouais. Bon, on ne peut pas dire que non, mais globalement, oui, ça va. Il y a des livres que j'arrive pas à finir. Hein. Celui-là, non. Mais tant mieux, parce que justement, c'était... et c'est vrai que l'idée, il ne faut pas aussi faire l'impasse sur cet épisode, parce que bon... oui, c'est fondateur. Ah voilà. Voilà. Oui, oui. On a dit sur le même mot. Oui. Merci. Donc, c'est vrai que j'avais déjà toute cette matière pour... Excusez-moi, vous l'avez lu le livre? Et non. Ah, ça va, tant mieux. Non. Pascal, elle l'a lu. Moi, je l'ai lu, oui, c'est vrai. Oui. Et non, depuis, on doit le... Oui. Et depuis, on ne se voit plus. C'est vrai. Oui. Et donc, là, voilà. Au niveau des personnages principaux, vraiment, mon gros souci, ça a été de les décrire. Ça a été de les décrire aussi bien physiquement, parce que c'est des vieilles photos en noir et blanc, qui sont jaunies, et puis à cette époque-là, ils faisaient toujours la gueule. Moi, j'ai mis une photo de mon grand-père et ma grand-mère qui tiennent donc mon père et sa sœur jumelle dans les bras. Il n'y a pas un sourire. Moi, j'ai plein de photos de mes arrière-grands-parents, tout ça, de la famille. Il n'y a jamais un sourire sur les photos. C'était quelque chose de sérieux, les photos, et puis il ne fallait pas bouger. Mais oui, puis ils avaient peur aussi. Non, puis il ne fallait pas bouger. Je cherchais la photo, mais bon, je pense que vous avez tous compris. Non, c'était pas pour plaire, c'était pas le selfie pour les réseaux sociaux. Ah oui, non, là, ça rien à voir. Voilà, oui, il ne faut pas sourire, il ne faut pas apporter de... Voilà, c'est quand même, c'est impressionnant. Je vais y arriver. Ben non, j'y arrive pas. Si, non. Oui, voilà, par exemple, ça c'est le père de mon père, donc mon grand-père. Il tire une tronche. En plus, c'était des photos. Tu sais que c'était le photographe. Mais oui, et alors tout ça, tout le monde était... cette photo, elle a été prise sur la Canebière. Il y avait un photographe arménien sur la Canebière. Je ne sais pas si vous le saviez. Ouais, il est en marchant dans la rue. Non, voilà. Je ne savais pas qu'il était arménien. Il prenait vachement de photos. Voilà. Alors, la photo de mon grand-père et ma grand-mère qui tiennent leur bébé tout frais sorti du ventre et ils tirent une tête. Ils sont tristes. Ils sont tous. Et je pense. La photo, c'est une affaire sérieuse. Mais voilà, c'est ça. C'est peut-être mon père qui l'a tiré là. Ah, c'est vrai? Oui, il travaille là. Non. Ah ben tu vois, Gilles. Sur la Canebière. Oh. Je travaille avec lui après quand j'ai...
C'est faisait dingue. faire des tirages, des chats, des Eh oui. Ouais. Après, ce j'ai magasin a été bombardé. Enfin, quand il y a eu le bombardement, Ouais. ils ont eu tellement peur. Et même La seule histoire que je sais, c'est qu'à l'issue du les bombardement, bombardements. ses parents, mon père, il a dit tu ne descendras plus en ville, c'est trop dangereux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cousu des chaussures dans la maison, parce qu'à la maison, c'était plus la sécurité. Et même la photo de mariage. C'est vrai. Mais Et même la photo de mariage, ils sont. Ils sont mariés en 61. Ouais. Ils sont mariés tard quand même. Hein? Tard, c'est-à-dire. Non, mais parce qu'ils se sont connus. Ah oui, ils se sont connus tout enfants, hein. C'est pour ça. À Ils 50, étaient. on En était à 50, l'école donc ils ensemble. ont attendu. Parce Non, qu'ils mais avaient quel âge là? C'est pas. Alors, je te raconte. Tu liras. Tu vas rigoler. Mais ils se sont connus tout jeunes. Mais ma Après, mère, ils se sont perdus d'eux. elle l'a fait vraiment. Il lui a fait la cour. Elle l'a fait vraiment Attends, mariner Chantait pas Bambino, dans son jus avant de l'épouser. Hein. chantait. Ah oui, oui. Non, sur la scène. Voilà. La chante en français, Bambino. Déjà, tout le monde ne savait pas Qui parlait français. Et ça, Ouais. il Et chantait. ma mère, D'accord. elle Ils a ont dit, mais été. d'où c'est que tu as trouvé ce jeune homme? Où c'est qu'il sait? Comment il sait le français? On n'a pas oublié, 26 ans on a habité. C'était en Arménie, il ne faut pas Arménie. l'oublier. Mais comme on avait des collègues et tout, on jouait à la belote et tout, on n'a pas oublié la langue. Ah oui. Ça, c'est Heureusement que ça nous a sauvés en 93 quand on est venu, en 73. Et c'est là que, dans une semaine, j'ai fait ma carte d'identité, de suite j'ai trouvé du travail. La langue, s'il n'y avait pas la langue, maintenant, c'est un Ah peu ouais. difficile. Oui. Ils viennent d'Arménie, mais ça fait 10 ans qu'ils habitent, ils ne peuvent pas parler la langue. C'est difficile. Et maman, elle parlait Il bien. est plus difficile, je le rappelle. Oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Même au niveau de l'écriture, au niveau de la prononciation, c'est genre, très le- très Le compliqué. genre, c'est Ah ouais, ouais, les ouais. étrangers l'apprennent tout difficilement. Ouais, ouais, ouais. J'ai une amie vietnamienne, Ah elle ouais. ne sait toujours pas le genre. Ouais, ouais. Ah oui, oui, parce que c'est quand même compliqué Quand ouais, ouais. j'étais à l'armée, De dire Ah oui. qu'une table c'est une fille, ça paraît bizarre pour. C'est sûr. même j'ai une histoire à l'armée. Alors, tu veux venir ici Non, la voilà, raconter c'est bon. Tu veux rester là Alors, oui, j'ai c'est matière. j'ai une histoire à l'armée. Ça va Allez, aller. on va Hop, peut-être. hop, hop. Voulez-vous parler du devoir de mémoire mais Alors, elle est là la mémoire en fait. J'ai une histoire à l'armée. N'est-ce pas tiens. Quand, non, c'est bon. C'est vrai Ouais, assieds-toi bien. voilà. Non, ça va. Assieds-toi. Alors, à l'armée, Tiens, regarde. le samedi soir, ils se réunissaient pour danser et tout, et il y avait les chansons, les Russes, ils chantaient en russe. Et l'un, il a commencé à chanter Besame mucho en russe. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et j'ai dit, moi je ne vais pas ici, je peux venir, en russe je parle bien sûr. Et oui, oui, viens, approche, François. En nous, il nous disait François. François, c'est français. Et le François, il est venu, et j'ai commencé à chanter Besame mucho. Non, Besame mucho. Ah, Dalida à fond. oui, quand j'ai commencé à chanter et tout, le colonel de ce côté, il a dit Ukhadi, Atsuda, ti по-русски не поешь, pas francoski. Tu chantes en français et nous on comprend rien que le russe. Allez, sors de là et va-t'en à ta place, sinon en Sibérie, hein, attention. Et comme ça, j'ai bien fini alors. Ils m'ont envoyé à 5000 km par mois. De Yerevan, Oui. de là où il À était. côté des ours blancs, on est allé, on a vu les ours blancs. Voilà, merci. Oui. Alors je vais terminer parce que je pense qu'il est. Même dehors, il m'a dit, sors. Tu chantes en français, toi? Tu viens, toi. Mais
Et c'est pour ça qu'ils vous ont envoyé là-haut? Non, Oui. non, Ah. il était déjà là-haut. J'étais déjà là-haut. Eh oui. Non, parce Il que faisait moins en fait- 60, on allait à moins 35 avec les chaînes. Si on ne prenait pas avec les chaînes, les cordes. On n'arrivait pas à la cantine, il y en avait qui ils gelaient et restaient sur place. Des soldats. Hein. Oh putain. Oui, devant nous, on voyait qu'ils tombaient et ça y est, ils sont gelés peu cher. Allez hop. Mais d'ailleurs, tu Voilà. as ramené des souvenirs de là-bas. Oui. Et il a des engelures aux pieds, il a perdu Ils m'ont et au attrapé. nez. Mm. Et quand il y a un peu de Mistral, il a, il a le nez comme ça, le pauvre. C'était les engelures. Des journées que j'ai passées. Je voulais juste vous terminer quand même sur, même si c'était la guerre, même si c'était un contexte tragique, même si c'était terrible, on reste des êtres humains. Et mes grands-parents restent des êtres humains. Et il y a quand même l'amour. L'amour, c'est quand même quelque chose de très important dans notre famille. C'est quelque chose de très important dans l'humanité tout entière. C'est ce qui a fait tenir, c'est la résilience, c'est ce qui a fait tenir aussi mes grands-parents pour arriver à dépasser tout ce contexte horrible, parce que mes grands-parents ont connu 2 guerres en fait. Et ensuite, ma grand-mère est allée vivre en URSS, quelle idée! Elle a connu Staline, le régime de Staline. Donc, comme vous avez entendu mon père raconter que son père, donc, il s'appelait Harutun, il était donc berger et il avait 12 ans. Et donc, il entend une voix, quelqu'un qui pleure, et il va voir, et en fait c'était ma grand-mère, donc sa mère, qui était un petit peu plus âgée, qui avait 16 ans, qui était dans ce trou. Donc c'est lui qui la sort avec ses amis bergers de ce trou, et qui l'emmène dans la maison où il habitait, où il avait été recueilli, parce qu'il était orphelin. Et d'après moi, je pense que dès ce moment-là, malgré la tragédie, ça a été le coup de foudre. Il est tombé fou amoureux de ma grand-mère. Bon, c'était pas forcément réciproque, puisque ma grand-mère, comme il l'a raconté ici, je ne sais pas si vous avez bien compris, a épousé le maître de cette maison qui avait recueilli ces orphelins arméniens dont faisait partie mon grand-père. Et ce qui s'est passé, c'est que leur chemin, ils ont grandi. Donc ma grand-mère a eu 3 garçons, dont le grand Sakis qui est mort, donc les 3 frères de mon père, demi-frères. Et les chemins de mon grand-père et de ma grand-mère, en fait, se sont séparés. Ma grand-mère, avec son mari et ses 2 enfants, les 2 garçons qui restaient, sont venus à Marseille. Et mon grand-père, il était tout seul, avec sa sœur. Il est parti aux États-Unis. Donc il est arrivé à New York, et de New York, il a traversé tout le continent pour aller en Californie, à Fresno, avec sa sœur, qui s'appelait Alice, d'où mon prénom. Mais, eh oui, la tantine Alice, d'où mon prénom, en fait. Et Vartouy, il l'avait dans la peau. Il n'arrivait pas à l'oublier. Et un jour, il entend dire que Vartouy Marutian, donc ma grand-mère, s'est installée à Marseille, en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout le chemin en arrière. Il a retraversé tout le continent jusqu'à New York. Il a pris le bateau de New York et il est allé à Marseille dans l'espoir de retrouver
sa dulcinée, celle dont il était fou amoureux, puisque de toute façon, il avait rien à perdre, il avait tout à gagner. Et voilà comment j'imagine les retrouver. Je m'assois. J'avale ma salive parce que j'avais envie quand même de terminer sur une note, voilà, l'espoir. Le jour de congé suivant, Harut, donc c'est mon grand-père, le papa de mon papa, revêt son costume du dimanche. Il achète un bouquet de violettes à une vendeuse rue de la Palue et se dirige le cœur plein d'espoir vers son avenir. En traversant la Canebière, son regard est attiré par une silhouette familière. C'est la tignasse brune aux boucles soyeuses qui lui fait reconnaître Vartouy de dos. Il est ébloui par cette vision qu'il n'osait plus espérer voir. Il se dit que décidément, aucune autre femme n'a ce pouvoir sur lui de faire chavirer son cœur. Il est persuadé à présent qu'elle n'était pas juste une belle dont il s'était entiché enfant. Il est statufié, perdu dans la contemplation du spectacle délicat que la jeune femme donne à voir. Il les observe depuis l'autre trottoir de la rue principale du centre-ville. Il n'était pas au courant qu'elle avait eu un deuxième fils. Le trio déambule lentement, s'arrêtant au gré de leur envie à un stand de marchand de barbe à papa, devant un jongleur ou devant un marchand de babioles à la sauvette. Ils se dirigent vers le manège du cours Saint-Louis. Les chevaux de bois... Maintenant, il y a ce manège devant la bourse. Les chevaux de bois montent et descendent au rythme de la musique de l'orgue de Barbarie, dont la manivelle est activée par une bohémienne portant des créoles démesurées à ses oreilles. Vartouy donne quelques sous aux marchands de tickets du manège. Pour la plus grande joie des enfants, elle les aide à grimper sur les chevaux. Elle murmure des recommandations à Jeannot et touche affectueusement le bras de Sakis. Au coup de sifflet, elle descend prestement du plateau tournant du manège. Quelle surprise lorsqu'elle atterrit sur le sol! Elle doit lever la tête et s'abriter de la main de la lumière vive du soleil pour dévisager le géant qui l'a prise par la taille pour accompagner sa descente. Elle n'en croit pas ses yeux. Se dresse devant elle Harut, le jeune berger de son ancienne vie en Turquie. Il lui offre un sourire immense, si chaleureux qu'elle sent une onde de choc la traverser de part en part. Elle croit rêver, lui sourit en retour. Elle sent ses joues devenir cramoisies. Elle en a complètement oublié ses deux enfants qui lui réclament en hurlant un second tour de manège. Harut se dirige vers le marchand de tickets, lui verse une poignée de sous dans la main. Le manège repart. Les enfants sont heureux et étonnés. Leur maman leur a rarement accordé le bénéfice d'un second tour. Harut a payé pour une bonne dizaine de minutes à passer en compagnie de la belle. Il veut mettre ce temps à profit pour tâter le terrain. Vartouy lui apprend que l'Effendi est gravement malade. L'Effendi, c'est son mari. Il perd la tête et ses souvenirs. Il a même du mal à remettre les visages de ses enfants, qu'il repousse de la main comme s'ils étaient de méchantes mouches. Harut ramène toujours la conversation vers Vartouy. Il n'a que faire de l'état de santé du vieux. Ce qui l'intéresse, c'est l'avenir, le présent, le sourire de la jeune femme. Dans sa tête, une série de fantasmes se bousculent tels des chevaux au galop. Il se permet le luxe d'espérer un avenir commun avec Vartouy. Il sent bien qu'elle n'est pas insensible à sa présence. Son langage corporel, tendu vers lui comme un arc, lui procure une grande joie. Et si c'était possible? Et oui, c'était possible, puisqu'ils ont eu 3 enfants ensemble. Mon père et ma tante, donc sa sœur jumelle, et le petit frère. Voilà, je vous ai parlé en quelques mots de ce livre. Je pense que si vous voulez poser des questions à mon père ou à moi, si vous voulez qu'on passe... Pourquoi les on va boire un coup, peut-être. Pourquoi les appeler Agatine? Alors ça, il faut lire le livre pour le savoir. On a préparé une petite collation rapide. Ah, merci. Bravo. Super.